BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Emmanuel Grimaud est en ligne avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cédric. Président fondateur de Maximis et de simul-retraite.fr. Et à l'heure où le président de la République est en train de s'entretenir avec les différents partenaires sociaux et les syndicats de patrons, eh bien on va essayer de répondre à plusieurs questions, idées reçues qu'on a sur les retraites et que nos auditeurs ou auditrices nous ont envoyées ces derniers temps. Et merci de vous prêter à l'exercice. On a une première question un peu générique, mais que nous pose Aline, c'est pourquoi faut-il réformer les retraites? C'est une bonne et vaste question. Pourquoi faut-il réformer les retraites? En fait, on a globalement un système qui tient la route, qui est fiable, qui est viable, on y reviendra peut-être, mais depuis 30 ans, on sait qu'il va falloir travailler plus longtemps. Donc, tous les autres pays d'Europe sont environ à 67 ans, voire 68 ans, âge de départ. En France, on est à 62 ans et encore, il y a un tiers des personnes qui partent en ce qu'on appelle carrière longue, donc entre 60 et 62 ans. Donc, pourquoi réformer? Il y avait un projet l'année dernière qui était de dire on va réformer pour rendre le système plus simple, plus juste, plus lisible et qui avait plein d'avantages qui malheureusement n'a pas été compris. Donc ça, c'était une vraie réforme de fond, c'était de rendre le système plus simple. Là, en ce moment, on parle d'une réforme plutôt, donc on dit paramétrique, où on va faire bouger les paramètres en disant il va falloir travailler un peu plus longtemps. Mais ça, c'est quelque chose qu'on sait, là encore, depuis 20 ans et sur lequel tout le monde est à peu près d'accord. C'est Merwan qui, lui, a entendu dire que le système de retraite par répartition était menacé. Est-ce vrai ? Non, pas du tout. Personne ne remet en cause le principe de la répartition et encore moins quand on parle de capitalisation. On en est très loin, on est à des années-lumière d'une capitalisation, même si on tentait d'en mettre un tout petit peu. Il y en a un petit peu dans la fonction publique de la capitalisation, avec l'après-fonds depuis des décennies et le régime additionnel de la fonction publique depuis une bonne dizaine d'années. Donc là, le système de la répartition en lui n'est absolument pas menacé. Ensuite, est-ce que les déficits le menacent? Là encore, il y a un biais qui est phénoménal. On entend, il y a beaucoup de Français qui sont persuadés que le système est au bord de la faillite. Absolument pas. Le système, c'est 330 milliards d'euros par an. On parle aujourd'hui d'un déficit de 5 à 7 milliards. C'est très facile à gérer, 5 à 7 milliards de déficit. Il suffirait par exemple de désindexer un petit peu les retraites de manière assez indolore sur 5 ou 6 ans et on arrive à régler ces problèmes de 7 milliards. Donc non, bien sûr, les chiffres font peur, les chiffres sont énormes, mais on est très loin de la faillite et on a un système qui, globalement, est viable, mais qu'il va falloir, là encore, ajuster parce que l'espérance de vie augmente, l'espérance de vie en bonne santé augmente, l'espérance de vie en bonne santé est la plus forte en Europe chez les Français et donc on ne peut pas travailler 5 années de moins que les autres si on vit beaucoup, beaucoup plus longtemps. Vous avez en partie répondu à la question suivante, celle de Simon qui s'interrogeait un peu sur le poids que représentent les retraites dans les finances publiques et s'il y avait un risque pour le financement des retraites en France. Alors, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on entend dire que les retraites, c'est 15% du PIB ou plutôt 14% maintenant, et c'est exact. On entend dire qu'il suffirait de réformer les retraites pour résoudre les déficits publics. Et là, ça commence à pas être tout à fait exact. Pourquoi? Parce que sur ces 330 milliards, il y en a les 2/3, donc 200 milliards, qui sont les retraites du privé. Autrement dit, c'est des prélèvements sur nos salaires, sur vos salaires, sur les entreprises. Et ces prélèvements sur les entreprises sont reversés aux salariés. Donc ça ne transite pas ou quasiment pas dans le déficit public et dans les comptes publics. Et ces 200 milliards de régime étaient à l'équilibre en 2019 avant le Covid. D'accord? Donc effectivement, faire un mélange entre le déficit public, les comptes publics et ce système de retraite. Alors, c'est vrai que ça pèse très lourd, c'est vrai que les charges sociales en France sont très lourdes pour les entreprises, c'est vrai que ça pose un problème de compétitivité vis-à-vis des autres pays, mais ça ne menace pas les comptes publics en tant que tels. Et effectivement, on peut pas augmenter les cotisations qui sont vraiment déjà très très élevées. Les Français cotisent 28% de leurs revenus pour payer leur retraite. 28%, c'est considérable. À chaque fois que vous gagnez 1 000 euros,
vous en payez déjà 280 chaque année, chaque mois, pour financer vos retraites. Ce serait difficile de dire, si on voulait continuer à dire on prend la retraite à 60 ans, comme le disent certains populistes, à ce moment-là, c'est plus de 28% de votre revenu qu'il faut prendre, c'est 40%. Personne n'est prêt à le faire. Voilà donc pour ces quelques premières questions. Cédric nous interroge, quel est ce projet de retraite à 64 ans? À quel âge peut-on ou va-t-on pouvoir partir à la retraite? Alors, c'est effectivement le point central des négociations qui se passent en ce moment. En gros, il y a deux options. La première option, et ça, là encore, que ça se passe dans les 6 mois avant la présidentielle ou après la présidentielle, tôt ou tard, on va aller vers ces 64 ans. D'ailleurs, les 64 ans, on y va naturellement. Parce qu'on a commencé à travailler plus tard. On y va naturellement puisque la réforme dite Touraine nous emmène vers 43 annuités de cotisation. Progressivement, on va augmenter de 6 trimestres, on va passer de 166 trimestres à 172, donc 1 an et demi de plus, et ça nous emmène vers les 64 ans. Le débat aujourd'hui, en résumant, c'est de dire, est-ce qu'on touche à l'âge légal, et c'est 64 ans brutalement pour tous, et ça, on sait que c'est un point de blocage, c'est une ligne rouge pour les syndicats, ou est-ce que on prend ce calendrier Touraine qui nous emmène à 43 annuités, on l'accélère éventuellement pour qu'au lieu qu'il soit efficace en 2035, il le devienne par exemple en 2027, ou 2028, ça fait partie des options. Et à ce moment-là, il y a plus d'unanimité sur le fait qu'en jouant sur les trimestres, c'est moins injuste, notamment pour toutes les personnes qui ont commencé à travailler très jeunes, comme on va avoir chez les ouvriers, chez les employés et chez certaines personnes. Donc, probablement, on va, pour moi, accélérer le calendrier de la réforme Touraine et donc, en fonction de l'année de naissance, on devrait travailler 1, 2 ou 3 trimestres de plus que ce qui est prévu aujourd'hui. Je pense que c'est ce sur quoi on aura un consensus à l'arrivée. Question d'Angélique, si on se compare, comment ça se passe ailleurs en Europe? Ailleurs en Europe, non seulement on a des retraites plus basses, voire beaucoup plus basses dans certains pays. Par exemple, l'Angleterre n'est quasiment qu'en capitalisation. La retraite de base, c'est 4 000 € par an, la retraite de sécurité sociale. Donc vraiment, si vous n'avez pas épargné de votre côté, vous n'avez rien. Dans d'autres pays, il y a des retraites qui sont confortables, mais aucun pays n'a des retraites aussi élevées qu'en France. Et là encore, on travaille beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que l'âge de départ, il est entre 65 et 67 ans dans tous les pays d'Europe aujourd'hui. Et en termes de poids dans les finances publiques, puisqu'on l'évoquait juste avant, on est dans la norme, entre guillemets, ou on a un système qui, du fait de sa plus grande générosité, on l'a compris dans votre propos, est, passez-moi l'expression, mais hors de prix? Alors, ce fameux 14% du PIB, si on prend cet indicateur qui est intéressant, il n'y a que l'Italie qui est au même niveau, mais l'Italie, malheureusement, c'est pour de mauvaises raisons. D'abord parce qu'ils ont eu une crise terrible depuis 10 ans et ils ont eu une baisse du PIB. Et deuxièmement, ils ont une population qui est beaucoup plus âgée que la nôtre, donc forcément qui a un impact avec beaucoup plus de retraités. La moyenne en Europe, je crois qu'on doit être à 10 ou 11% du PIB. Donc là encore, on est sur des retraites, comme on disait, on prend plus aux entreprises et on redistribue plus aux retraités. Là où on a une différence qui est majeure, c'est que la France est le seul pays, je crois, au monde, non, il y en a un deuxième, mais vraiment c'est une grosse différence, où les retraités ont plus de revenus que les actifs. Les retraités, depuis, 10-15 ans au moins, on gagne en moyenne un niveau de 105, là où les actifs, ceux qui travaillent, ceux qui ont un salaire, ont un niveau de 100. Ce niveau est même monté à 110 l'année dernière pendant la période Covid. Dans tout le reste des pays européens, l'indice, les retraités gagnent environ 85% de ce que gagnent les actifs. Ça montre encore, là une fois, à la fois la générosité du système, mais cette générosité qui a un coût, là encore, et si au lieu de prélever 28% sur les fiches de paye, on ne prélevait que 25 ou 22, eh bien effectivement, il y aurait plus de revenus dans la poche des salariés, actuellement. Quel est le montant moyen des pensions en France? Alors le montant moyen, il faut faire très attention aux moyennes. Ouais. Si on prend la moyenne des hommes qui est... Ou la médiane, comme vous voulez, récemment, je ne veux pas me battre. le montant moyen, c'est 1 925 € pour les hommes. Alors là-dedans, on comprend aussi ceux qui n'ont pas forcément une carrière complète. Pour information, en 2004, le montant moyen corrigé de l'inflation, c'était 1 600 €.
Là encore, idée reçue. On est tous persuadés que les retraites baissent, alors que les retraites montent, et que les retraites montent chaque année, et qu'elles vont continuer à monter. D'accord ? Le taux de pauvreté, d'ailleurs, chez les retraités, qui était de 30% il y a 40 ans, dans les années 70-80, aujourd'hui, il est tombé à 8%. D'accord ? Il n'y a que 4% des retraités qui sont au minimum vieillesse. Et dans les revenus des retraités, il faut aussi rajouter d'autres revenus qui vont être les revenus un peu d'immobilier, qui augmentent les revenus des retraités d'environ 400 à 500 euros en moyenne nationale. Question de Auguste. Il a entendu parler d'une décote et il voudrait savoir de quoi il s'agit. Alors, il y a deux types de décotes. Il y a la décote s'il vous manque des trimestres. Et s'il vous manque des trimestres, vous allez avoir entre 4 et 5% par année manquante. Donc, si vous devez liquider avec 166 trimestres, ou prenons 168 par exemple, 42 annuités, si vous n'avez que 164 trimestres, vous allez perdre à la louche 4% de votre retraite. Et ça, c'est une décote qui est importante, mais pour une personne qui n'est pas en activité, qui n'est plus à Pôle emploi ou pas à Pôle emploi, elle a intérêt à liquider tout de suite malgré la décote. Ça sera quand même plus intéressant pour elle de toucher sa retraite un an plus tôt, même si elle perd 4%. Ensuite, il y a une deuxième décote qui est récente, qui est la décote issue de la réforme Arco-Agirc de 2015 qui s'applique depuis 2 ans maintenant. Et en fait, cette décote, elle dit quoi ? Elle dit que si vous avez vos 168 trimestres à la CNAV et que vous liquidez votre retraite au moment où vous avez les 168 trimestres, donc le taux plein, eh bien l'Arco-Agirc va vous appliquer une pénalité, une décote de 10%, mais attention, que sur l'Arco-Agirc et que pendant 3 ans. Donc au final, quand vous faites le calcul, sur une petite retraite, ça va être un impact d'environ 400 euros par an pendant 3 ans, donc 1200 euros. Et sur des très 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 grosses retraites, le maximum qu'on ait, ça va être 5 à 6 000 euros pendant 3 ans, donc 15 000 euros. Autrement dit, là encore, cette décote-là, il faut la rationaliser. L'impact est relativement marginal par rapport au total du montant des retraites et il ne faut pas prendre sa décision de partir ou continuer en fonction de la crainte de ce chiffre de 10% qui fait peur. Du coup, juste pour terminer, Emmanuel, il nous reste à peine 3 minutes, mais il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus exactement la date, vous étiez passé nous voir et vous nous aviez dit la retraite finalement c'est le premier patrimoine, enfin c'est un aspect majeur du patrimoine français, enfin des Français, des épargnants français. C'est une notion que chaque épargnant doit avoir en tête. Absolument. On disait 1 925 euros de retraite moyenne pour un homme. Au bout de 25 ans de retraite, ça va représenter 700 000 euros. Quel est le Français qui a 700 000 euros en épargne pour financer son train de vie pendant 25 ans ? Le patrimoine moyen des Français, il est à 250 000 euros et encore, il a doublé en 10 ans parce que le prix de l'immobilier a augmenté. C'est pas parce que le prix de votre maison a augmenté que vous allez dépenser plus pendant vos vacances. D'accord ? Donc, un couple de Français moyens où monsieur et madame ont tous les deux une carrière complète vont avoir une retraite de 3 300 euros ou 3 500 euros par mois. Ça fait plus d'1 million d'euros, 1,2 million au bout de 25 ans. Donc, pour la quasi-totalité des Français, mais vraiment la quasi-totalité, la retraite, c'est le plus gros patrimoine. Et d'ailleurs, depuis la discussion qu'on avait eue il y a quelques semaines, il y a une étude de France Stratégie qui est très intéressante et qui s'appelle « La retraite, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas ». Alors, c'est un patrimoine qui est intangible, qui est invisible, qui n'est pas transmissible. Donc, c'est tout le contraire des questions auxquelles répondent vos intervenants quand vous avez 10 000 euros à placer aujourd'hui. Ouais. Mais, mine de rien, ces sommes-là, c'est des sommes qui vont tomber sur le compte en banque de chacun d'entre nous. Et comme il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas d'inquiétude majeure. Oui, on va travailler plus longtemps, mais le système ne va pas faire faillite et on va continuer à toucher des retraites très confortables qu'on n'a pas volées, on a cotisé. Aujourd'hui, vous payez tous 28% de votre salaire qui part pour préparer votre retraite future. Donc oui, bien sûr, c'est un élément du patrimoine le plus important pour beaucoup d'entre nous. Emmanuel Grimaud, merci beaucoup Emmanuel d'avoir pris ces quelques minutes pour aborder ces questions liées à la retraite à l'heure où donc le président de la République consulte avec le Premier ministre, le ministre de l'économie et la ministre du Travail avec les différents syndicats et représentants du patronat. Emmanuel Grimaud donc, Maximis et simul-retraite.fr.